Merci de nous regarder, fidèles téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision, ce nouveau numéro de votre magazine. A le plaisir de recevoir pour une énième fois le Salésien de Don Bosco, Dieudonné Ramazani en direct de Londres. Merci de nous rejoindre. Nous parlons des Ubuntu au cœur du conflit migratoire entre Afrique maghrébine et subsaharienne. Quelques temps après, vous avez écrit Les tiers-mondes aux controverses migratoires. On aimerait d'abord savoir le parallélisme que vous faites entre Ubuntu et les tiers-mondes aux controverses migratoires. Alors, merci Marcus pour cette opportunité. Dès le départ, les premiers livres sur les tiers-mondes aux controverses migratoires, c'était un livre qui parlait de tous les Africains, en tout cas, tous les pays de tiers-monde, tous les pays de l'Afrique. J'ai dû demander disons, un éveil de conscience à ces Africains. Nous pouvons faire mieux que ça, ce que nous sommes. Okay. Alors, l'Ubuntu ici, c'est maintenant une philosophie extirpée en Afrique pour répondre maintenant à la problématique, au problème qui est entre les Africains eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas voler, on ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas aller guérir un problème en étranger, contre un étranger, si on ne sait pas d'abord guérir les petits couacs qui entre nous deux, comme Africains. Alors, c'est ça qui a là comme la connexion et puis comme aussi différence. En tout cas, parfait. D'ailleurs, vous l'aviez dit dans les livres, Ubuntu, c'est l'Afrique et sa vision humaine, sa vision relationnelle. Et aujourd'hui, c'est malheureusement caractérisé d'une part entre la xénophobie, d'autre part par le racisme. Impossible de taxer aujourd'hui l'Occident du racisme alors que l'Afrique en a aussi du plus cruel. En tout cas, tu as bien parfait les livres. Alors, c'est ça le problème. C'est que quand vous connaissez c'est quoi d'abord l'Ubuntu, cette philosophie qui est née ou qui est utilisée partout, mais l'Afrique du Sud l'avait bien nommé en 1992-93, quand Mandela était libéré des prisons et puis quand il a travaillé côte à côte avec Desmond Tutu. Alors, la question, c'était de venir ensemble comme peuple sud-africain, pas fuir nos problèmes, les conflits qu'il y avait, mais venir confesser d'abord sous cette palabre-là qu'ils avaient à Johannesburg. Alors, dire que c'est moi qui avais tué tel, alors je demande pardon devant la famille victime. Alors, le fait de reconnaître d'abord et puis de venir, là, ça appelle à un acte de courage, n'est-ce pas? Alors, oui. Ces faits-là, il y a une relation qu'on ne va plus jamais oublier. Parce que Desmond lui-même dit, quand, par exemple, tu demandes pardon à quelqu'un, comment tu te sens? Tu vois? Alors, ça, c'est un geste. Mais il y a question ici de venir avec un cœur ouvert, dire, je viens réellement demander pardon. Ce qui va suivre après, ça, c'est l'autre, c'est plus moi, parce que j'ai demandé pardon. Alors, ça, c'est de un. De deux, cette relation qui s'est créée là-bas, ça devient une une relation substantielle dans laquelle maintenant, je ne vois pas l'autre comme une possession où je l'utilise seulement à mon aise ou à ma satisfaction, mais c'est une relation qui se construit sur le point de construire une relation où je vois l'autre comme aussi un être humain. Tu vois, je vois l'Africain comme un être humain. Vivre chez toi ou vivre chez moi, venir vivre chez moi, et je te prends déjà tout de suite comme mon frère, comme ma sœur. Alors, c'est une relation maintenant qui devient. Mais ça devient déjà une perte quand on ne comprend pas c'est quoi l'Ubuntu. Quand on prend Ubuntu, pas comme une philosophie, mais comme une idéologie, alors ça devient ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La xénophobie en bas en Afrique là-bas et le racisme ici en haut. Racisme au nord de l'Afrique. Tu vois, ça devient déjà ce problème. Donc, le fait de ne pas bien comprendre c'est quoi l'Ubuntu, ça devient cela. Alors que l'Africain devait jouir ces privilèges-là, de se faire sien, cette philosophie dite Ubuntu, tu vois. Alors, c'est ça le problème. Alors, chez nous, il y en a. Je confirme cela parce que je l'ai palpé par mes propres doigts, le racisme chez nous en Afrique. Alors, comment attaquer l'Européen qu'il est raciste alors que moi-même, dans mon continent, j'ai vu ce racisme, tu vois. C'est ça le problème. Alors, un livre très pratique parce que vous avez passé beaucoup de temps en Tunisie avant de séjourner pendant tout ce temps où vous êtes en Angleterre. Et lorsque vous parlez de cela,
je comprends vite par rapport avec cette réponse que vous venez de donner par rapport à cette question. Pourquoi vous ne voulez pas que l'Ubuntu soit considéré aujourd'hui comme une idéologie, mais comme une philosophie? En tout cas, ça, ce serait peut-être votre élite, parce que si elle est une idéologie, peut-être elle serait biaisée, mais si elle est une philosophie, pour vous, dans le sens où elle est une parole qui vient, je vais dire, directement guérir toutes ces animalités, tout ce que vous avez caractérisé comme rancœur qui est implanté par force dans les chefs des Africains aujourd'hui? Alors, Ubuntu telle une philosophie qui doit être considérée ainsi, c'est parce que la philosophie, c'est vie. La philosophie, c'est l'homme en entièreté. Tu vois, la philosophie, c'est la question du vécu de l'homme. OK. Alors, les pourquoi je suis, les pourquoi l'autre devant moi, c'est pourquoi là. C'est ça la philosophie. Quand tu lis un article publié par le professeur congolais Louis Mpalambabula sur il reprochait, d'ailleurs, il répondait à une des questions de Bernard Bevens, les Belges, qui attaquaient les Africains du fait qui n'ont pas la philosophie. Alors, Mpala dit que la philosophie des Africains, c'est la question de comment je vis, les pourquoi je suis. Tu vois, nous nous posons cette question. Alors, c'est un vécu quotidien. C'est ça la philosophie. Le fait que je me pose tous les jours comment je suis. Alors, je cherche à améliorer la qualité de je suis là. Tu vois. Alors, le fait là me permet de dire que je dois vivre cette philosophie tous les jours. Alors, ça devient l'Ubuntu, les Hutus dans l'Ubuntu, ce qui est l'humanité, tu vois, non? Alors, j'ai vu l'humanité tous les jours. Ce n'est pas un moment seulement, ce n'est pas comme une seconde qui passe et puis on oublie cette seconde. Alors, c'est une humanité qui est en moi. Mais l'idéologie, mais écoute, c'est un mouvement de plaire à celui qui a créé cette idéologie. Tu vois, alors, surtout, l'idéologie, on laisse vivre l'idéologie dans nos partis politiques. Tu vois, parce que je me réveille aujourd'hui, je suis dans un parti politique, demain je change tout de suite, je deviens toute autre chose. Mais à moi, l'Ubuntu, qui est une philosophie chez moi, ça devient une substance. L'accident peut changer, mais la substance ou l'essence reste. Je reste Dieu donné. Tu vois, non? Je peux, demain ou après-demain, je peux être marié, ou bien je peux être un prêtre, tu vois. Mais cela ne change pas ma substance d'être Dieu donné, être humain. Dès le départ, je le suis. Alors, c'est une philosophie qui me définit. Ça doit être cela qui nous définit comme peuple africain. Alors, nous devons vivre cela. Ubuntu, comme philosophie, elle est tout à fait différente de zarianisme, de socialisme d'historien, je sais pas, tu vois, c'est totalement différent de tout cela. L'Ubuntu, c'est d'abord ça. Et puis les autres, les petites idéologies, parce que, tu vois, quand tu prends mon livre là sur Ubuntu, tu vois que j'ai dissocié les sortes d'idéologies. On peut avoir une idéologie individuelle qu'on impose au groupe, et puis je deviens tout un Mobutu. Je passe et tous les gens commencent à chanter derrière moi, n'est-ce pas? Et dès que j'ai fini, les gna fini, tu vois, ça disparaît parce que le leader est parti. Alors, je peux avoir aussi une idéologie du groupe, comme on s'est dit aujourd'hui, les communistes, ils crient selon les termes du communisme chez eux. Mais dès que le système du gouvernement, de la gouvernance change, alors, mais l'être est toujours lui-même là, l'être est toujours là. C'est ça l'Ubuntu. L'Ubuntu, moi j'appellerais peut-être l'Ubuntu comme les Conatus. Tu vois, Conatus chez Spinoza, c'est ce qui te fait résister en action. C'est, tu vois, non, ce qui te donne encore de la qualité que tu ne vois pas en toi, mais qui te pousse de toujours agir. Tu vois, c'est ça l'Ubuntu. Ce n'est pas l'autre qui te pousse d'agir, mais c'est d'abord cette nature-là qui est en toi, qui te pousse à agir. Et agir positivement ou négativement, là maintenant, ça dépend de comment tu veux interpréter ces conatus-là en toi. C'est ça. Alors, cette conception de Ubuntu, selon vous, salésien de Don Bosco, Dieudonné Ramazani, appellerait donc, en fait, qu'on puisse repenser la notion de l'homme, son environnement et son Dieu, en d'autres termes. Exact. Alors, ici, l'influence me vient de Desmond Tutu. Il écrit un livre qui s'appelle « Dieu a un rêve pour notre monde moderne ». Alors,
Desmond Tutu, quand il a écrit ses livres, il dit, parce que c'est lui d'ailleurs qui a promulgué cette philosophie d'Ubuntu, cet Ubuntu comme concept et comme vécu. Alors, selon Desmond, Dieu déjà nous est à chacun de nous. Ça, c'est sûr. OK? Parce que nous, en Afrique, nous croyons que nous avons été créés par un être qui est plus suprême que nous autres ici, qui est éternel, et nous autres, nous sommes mortels, malgré qu'en Afrique, nous ne mourrons pas. OK. Alors, Dieu, d'abord, la première chose, c'est Dieu. Voir Dieu en chacun de nous. Alors, le fait qu'on voit Dieu en chacun de nous, maintenant, nous utilisons les dieux maintenant qui est en nous. Nous utilisons nos yeux pour voir ou pour imposer l'amour en chacun. Pas seulement l'amour, pour imposer la notion de la justice à chacun. C'est pourquoi quand il nous regarde avec un œil de justice, un œil d'amour, un œil, je sais pas, du pardon. Ah, ça, c'est ces dieux-là. C'est pourquoi quand on va chez lui, on demande pardon à l'autre, Dieu est content tout de suite. Ça, c'est Dieu. Toi, c'est qu'ici, Dieu aime, il nous pousse à aimer l'autre tel qu'il est. Je peux être noir. Tu peux être de ta race, je peux être de cette taille, je peux avoir ce visage qui semble être laid comme celui de Socrate. Alors, cela ne veut pas dire que je cesse d'être un être humain. L'amour de Dieu est toujours là, et cet amour doit toujours être là comme une clé qui ouvre à cette relation qui est inquantifiable, qu'on ne peut pas quantifier. Tu vois? Alors, voilà les problèmes qu'il y a ici. C'est que c'est voir en chacun de nous d'abord comme un être créé par Dieu et qui a été créé par lui comme un point alpha et qui doit retourner chez lui, le même Dieu, comme le point oméga. Tu vois? Alors, ça c'est nous tous, ça c'est les mouvements que nous sommes en train de faire. Alors, tu vois le petit tour là, non? Le point est au centre, qui est le Dieu qui est là. Alors, imagine-toi que tu fais un petit tour, un contour, tu fais du centre, tu tournes partout là-bas, tu pars au Mali, tu pars, je sais pas, à Mozambique, mais tu vas retourner toujours à ces dieux-là. Alors, c'est ça. Donc, il est partout, il est là-bas, il est ici. Donc, c'est le même Dieu. Alors, l'invitation, c'est ça. C'est d'abord de voir ces dieux-là. Alors, dans Ubuntu, comme déjà cette nature, je vois cette Ubuntu-là, comme c'est les qui est à moi, et puis qui me pousse d'être cet être vrai devant l'autre. Ouais. Non? Voilà. Vous avez déjà énuméré ici toutes les idéologies, notamment l'idéologie obligatoire, l'idéologie individuelle, l'idéologie facultative. Mais quelle comparaison faites-vous aussi entre Ubuntu aujourd'hui et la philosophie Bantu, par exemple? Alors, l'Ubuntu, moi je dis, alors je commence par la philosophie Bantu. Alors tu vois, dans Bantu, il y a Mtu. Bantu, c'est les groupes c'est toi et moi, nous sommes des. Je sais pas si toi tu es Bantu, toi. Alors moi je suis un tout. Je sais pas si tu es un tout, toi, parce que c'est vrai que nous avons un groupe ethnique de Bantu en Afrique qui regorge beaucoup des ethnies. Alors il y a par exemple, moi je suis Kusu. Alors je suis un tout. Mais il y a des peuples aussi, des autres groupements ethniques. Alors je sais pas. Alors. La philosophie Bantu de Tempels, par exemple, publiée en 1945, c'était une philosophie qui a été publiée pour dire aux étrangers, c'est-à-dire à deux peuples, à deux gens ici, pour dire aux missionnaires et aux colonisateurs que ce peuple que vous venez coloniser, ils ont une philosophie, donc ils ont une manière de vivre, c'est-à-dire ils ont une Ubuntu. Tu vois, non? Ils ont une Ubuntu, ils ont une manière de vivre. Alors, leur manière de vivre, leur philosophie doit être comprise dans leur manière d'exprimer leur danse. Ça s'exprime comme ça. Ils s'expriment dans leurs poèmes, je sais pas, adages. Ça se comprend dans ces sens-là. Donc, c'est un livre adressé pour l'autre. Maintenant, Ubuntu ici, c'est une philosophie, c'est l'homme lui-même, africain maintenant, qui veut se connaître. Qui je suis devant le pardon, qui je suis devant la justice, qui je suis devant l'amour, tu vois. Alors, c'est moi qui me connais maintenant dans ce sens. Alors, c'est ma philosophie. Alors, c'est l'humanité, disons, mais c'est beaucoup plus l'intersubjectivité, tu vois. Okay. Alors,
Alors, c'est ça l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est aussi une philosophie. Tu vois, c'est aussi une philosophie, mais c'est aussi le philosophe lui-même africain. Alors que l'Ubuntu, c'est les philosophes qui est représenté chez l'autre, qui est l'étranger. Tu vois. Alors, j'essaie de comprendre ça dans ces sens. Alors, aujourd'hui, on va rentrer dans l'aspect technique, mais peut-être une dernière question théorique sur l'Ubuntu. C'est que l'Ubuntu a aujourd'hui créé ses propres poisons parmi les consommateurs africains. Vous parlez ici de la médisance sociale, vous parlez aujourd'hui de la corruption, vous parlez aujourd'hui de la précarité spirituelle et infrastructurelle. Oui, exact. Alors, de ce fait, c'est que ici, si je commence par cette maladie, les maladies qui aujourd'hui empêchent l'Ubuntu de triompher, parce qu'il y a certaines individualités aujourd'hui freinent, tu vois, freinent le bon déroulement ou bien la manifestation de l'Ubuntu. Le premier point, c'est que dans la société, par exemple, spirituelle, aujourd'hui, nous avons nos églises, les églises modernes, j'ai dit ça moderne, dans lesquelles aujourd'hui l'homme préfère mentir pour s'enrichir seul. Ok, alors l'homme préfère utiliser cette capacité, son ministère pour diviser le peuple, pour diviser un couple, okay, pour le séparer de sa famille, par exemple, alors que nous nous sommes appelés de vivre ensemble, parce que l'Ubuntu, le mot d'ordre de l'Ubuntu, c'est Ubuntu, Untu, Ngabantu, c'est que Desmond dirait moi, les je suis parce que les nous sommes. Alors, je ne peux pas être un je là si les nous, il n'y a pas. Tu vois, non? Donc, c'est la communauté. Alors, si la communauté aujourd'hui est manipulée par certaines individualités, ça devient une problématique, une maladie qui est imposée maintenant à tout le monde. Et tout le monde veut le devenir. Tu vois, tout le monde veut devenir tout le monde veut. Alors, il n'y a plus l'originalité, il n'y a plus cette. Alors, là maintenant, on passe par dire j'ouvre mon église, je fais ceci pour devenir aussi. Alors, celui qui me permet d'ouvrir, malgré que je ne suis pas le vrai, alors je lui donne quelque chose. Ça devient une corruption. Corruption, pas seulement que c'est l'argent qui se donne, mais il y a aussi quelque chose là, l'avance morale qui devient corrompue, et puis après, on empoisonne la société tout entière. Et l'Ubuntu, où est l'Ubuntu maintenant là? Ça devient de Don Bosco, Dieudonné Ramazani. Vous dites qu'au cœur du conflit migratoire entre l'Afrique maghrébine et subsaharienne, il y a la question de la réticence, il y a la question de l'interdépendance. Alors que l'Ubuntu réclame pas grand-chose, juste la sympathie, juste la paix, juste la communion. Imagine. Alors, c'est ça. Alors, je réponds à cette question par le fait commun de voir l'entretien relationnel qu'il y a entre Noirs de Sub-Sahara et les amis en Afrique du Nord, tu vois, les pays de l'Afrique du Nord, les pays maghrébins. Alors qu'en arabe, quand on dit Maghreb, Maghrébia, c'est Maroc normalement. Alors, les pays maghrébins, aujourd'hui, on dit maghrébins parce que les pays qui sont en Afrique du Nord. Alors, la relation qu'il y a aux Africains qui vont là-bas, tu vois, déjà, j'ai dit aux Africains qui vont là-bas, alors que tous sont des Africains. Il y a une question aujourd'hui de ces côtés, il y a une question aujourd'hui de l'exclusion. Vous êtes des Africains parce que vous êtes noirs. Vous êtes des Africains parce que vous êtes pauvres. Vous êtes des Africains parce que vous venez chez nous ici et on ne sait pas pourquoi vous êtes ici. Dès alors, vous d'abord déstabilisez la démographie de chez nous et vous nous importez une nouvelle religion. Alors, tout ça sont des gros mots, tout ça sont difficiles à digérer. Alors que si nous vivions seulement comme des êtres humains, ça c'était une petite chose. C'est ça l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est de vivre seulement, de voir l'autre tel un être humain au lieu de voir ses accidents. Quand je parle des accidents ici, les non-philosophes qui nous écoutent doivent comprendre l'accident comme la taille, la couleur de la peau. Donc, tout accident comme les trucs extérieurs de la substance qui est moi, comme l'homme. Alors,
c'est un peu difficile là-bas pour ces hommes, ces amis, ces Africains qui vivent là-bas. Alors là, c'est impossible qu'ils s'appellent tous Africains parce que cela déjà est donné aux enfants dès le bas âge. Un parent, étonné que moi j'étais une fois, je me rappelle, je me rencontre avec une demoiselle, une fillette à l'école où je faisais mon stage pratique. La fille vient et joue avec moi et dit, ça va, Dieudonné? Oui, je dis, ça va très bien. Et puis après, son père est venu la récupérer l'après-midi. Et puis elle m'appelle, viens, salut mon père. Je viens et puis la fille me dit, papa, voici l'Africain. Oh, ben j'étais étonné. Alors le papa dit, oh ok. Et tout de suite, le lendemain, la fille n'est plus revenue chez moi me saluer. Elle a coupé contact avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas être en contact avec un Africain. Alors, moi je me demande si un papa déjà inculque à sa fillette une connaissance pareille, ça devient déjà quelque chose où on force, où on crée une maladie dans la société, ça devient ce que j'appelle la médisance sur l'Ubuntu, tu vois. Alors, ça c'est tout un problème, ça devient une maladie et qui n'est pas seulement un cas pour ces papas. Maintenant, ça devient pour beaucoup de gens là-bas. Sur eux, je trouve que même dans les livres, j'appelle à une révision, à une étude approfondie sur la géographie. S'il faut enseigner encore la géographie à nous, Africains, je crois que ça serait mieux de faire une géographie universelle, pas une géographie subjective. Alors, vous avez anticipé, c'est justement la question que je devais vous poser. Je répète d'ailleurs votre phrase dans les livres. Le manque d'égard aux Noirs au Maghreb a facilité une influence de peur dans les relations entre les Africains. Donc, il y a à faire dans le recyclage éducatif sur l'homme et son appartenance géographique. Oui, c'est ça. Parce que si, par exemple, moi, j'ai vu, par exemple, tu sais, l'Afrique commence à Tunisie. Tunisie, il y a un endroit, une ville qui s'appelle Bizerte. En Bizerte, il y a où l'Afrique commence. C'est écrit là-bas Cap d'Angela. C'est où l'Afrique commence et finit chez nous. Là-bas, je suis certain que ça finit en Afrique du Sud, Cape Town, je ne sais pas, Cap de Bonne-Espérance. À Cap d'Angela, là-bas, c'est où l'Afrique commence. Alors, le peuple qui vit là-bas doivent déjà être très, très, très conscients et très contents qu'ils soient africains, parce que l'Afrique commence chez eux. Ils doivent être déjà conscients de vivre à la source. Vous voyez. Alors, mais cela n'est pas accepté par moi, Africain, tu vois, parce que quand je vis comme Africain là-bas, alors je me sens comme si je suis nouveau là-bas, comme je suis un invité. Alors, comment je vis dans mon continent, tu vois? Alors, je vois cet fait de négliger, de vivre sur une terre qui est palpable et de vouloir vivre dans l'air. Je vois comme si l'Africain devient malade. Tu vois, on devient malade et on doit prendre un médicament qui doit nous mettre les pieds sur terre et qui doit nous dire, ce médicament qui doit nous remettre et nous dire, maintenant je suis homme, j'existe et quand j'existe, je parle de l'existence, je dois être tracé. Il doit y avoir une traçabilité palpable que tel existe sur cette périphérie Afrique, tel endroit, tel kilomètre, et voici comment ça s'est dit. Alors, là, ça va. Et si j'oublie cela maintenant, ça devient une maladie. Alors, cette géographie, le fait d'ignorer cette géographie, ça devient une maladie contre la connaissance. Et ça, c'est un péché. Tu vois, Socrate dit, l'ignorance, c'est une maladie, et cette maladie est impardonnable. C'est un péché. Alors, ce péché-là est impardonnable. Alors, quand tu vis dans l'ignorance, et puis cette ignorance ici, j'ai dit, c'est une ignorance planifiée, où tu planifies toi-même de rester comme ça, tu ne veux pas accepter que tu es africain. Alors, ça devient un problème grave. Alors, ici, quoi faire maintenant à ces problèmes? Les livres ici le disent. Ces livres, l'Ubuntu, les dit dans le sens que je nous appelle à nous, autorités, et nous, parents, normalement, d'imposer les cours de géographie, que ce cours de géographie soit quelque chose d'inclusif. Tu vois, ça devient un cours qui impose, avant d'étudier mathématiques, d'étudier l'histoire des Chinois, l'histoire, je sais pas, des Russes, étudions d'abord l'Afrique, c'est quoi? Composé de quoi et quoi? Alors, je t'illustre un exemple ici qu'une fois, j'ai côtoyé les enfants de 6e année primaire. Alors, je leur pose la question de savoir, hey, chers amis, alors on s'est dit, on va maintenant citer les pays d'Afrique. Parce qu'après avoir connu cette expérience macabre, je me dis maintenant, je dois maintenant apprendre à mes enfants, ceux-là qui me côtoient,
un peu de géographie. Comme ça, quand même, à mon départ, ils doivent apprendre quand même quelque chose sur l'Afrique. Alors, on commence à citer les pays de l'Afrique. Je commence à citer les pays d'Afrique. Alors, quand je cite les pays de l'Afrique du Nord, les Maghreb, les pays maghrébins, alors mes enfants, mes amis là-bas me disent, non, ce n'est pas en Afrique. J'ai dit, mais c'est où? C'est triste, non? C'est triste que l'enfant de 6e année primaire bafoue, alors que nous, moi, quand j'étais en 3e année primaire, je connaissais déjà presque par cœur les pays de l'Afrique. C'est ça, le problème. Alors, dans quelques minutes, nous finissons cet entretien. Dieudonné Ramazani, un aspect très important lorsque vous parlez de Ubuntu, au cœur du conflit migratoire entre Afrique maghrébine et subsaharienne, c'est le phénomène des ONG aujourd'hui, éparpillées à travers l'Afrique. Vous dites que ce sont des créations qui forcent en xénophobie les communautés urbaines en faveur des communautés modernes. Ah ben oui. Il y a la naissance des ONG. Moi, je suis pas tout de suite d'accord d'avoir les ONG. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir les ONG, pour moi personnellement, ça amène tout de suite une séparation entre les êtres humains dans la société, l'association. C'est-à-dire quand ONG vient, c'est-à-dire déjà il y a un être qui est délaissé, qui est malmené, qui est supprimé, et un être qui est bien aisé, chez qui je dois venir, moi ONG, demander de l'aide pour aller demander de l'argent du fonds pour aller aider ce peuple-là supprimé. Alors l'existence des ONG l'existence des ONG ne serait effective aussi longtemps que ces deux couches coexistent. Tu vois. Alors que nous devons chercher à éradiquer la séparation des deux couches pour vivre tous comme une communauté. Alors, il faut éradiquer quelque chose ici. Parce que cette philosophie est créée, cette narrative est créée des ONG pour toujours avoir cette séparation. Alors que nous sommes dans un monde postmoderne, nous avons besoin d'une société où nous tous nous sommes des êtres humains. Alors, tu vois, pourquoi avoir cela? Alors, narrative, l'ONG raconte quelque chose chez les demandeurs d'aide, ils viennent nous donner, et puis parfois on déifie même les ONG, on les prend comme des petits dieux quand ils viennent nous aider, tu vois. Alors, ça devient quelque chose où la narrative devient biaisée, et puis on reste continue à être toujours sous-homme. Je me demande les ONG là, quand il y a par exemple poursuite entre nous les Africains, maintenant entre nous les Africains, où sont-elles, tu vois? Dernièrement, par exemple, il y a eu chasse à l'homme, où on a chassé, quand on chassait les Noirs, on les envoyait au désert. Les ONG étaient où pour donner de la nourriture à ces Noirs, à ces Africains qui souffraient au désert là-bas, tu vois? Alors, tout ça, ça donne à poser, à se questionner. Pourquoi ONG? Voilà, les médias n'en parlent aussi pas, surtout en Afrique maghrébine. Vous en avez parlé. Merci beaucoup Dieudonné Ramazani, surtout d'avoir accouché cela par ces livres Ubuntu au cœur du conflit migratoire entre l'Afrique maghrébine et subsaharienne, un livre qu'on peut retrouver sur Amazon. Merci de nous avoir répondu en direct de Londres. Merci beaucoup, cher journaliste Marcus. Merci beaucoup de ton équipe aussi technique qui t'accompagne. Je dis merci, ça c'est ma chaîne depuis le premier jour. Alors, de cœur, content et je vous salue, je vous aime. Merci fidèles téléspectateurs pour ce numéro que vous avez suivi et que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de la chaîne Arc-en-Ciel RTV officielle. Au revoir.